Docteur Joseph Sanson, vous avez collaboré avec le professeur Francis Boyle, rédigé un projet de loi sur l'interdiction des armes biologiques à ARN modifiées, et vous êtes un des experts dans le procès aux Pays-Bas. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Bien sûr, je suis psychothérapeute, je suis spécialisée en analyse clinique, j'ai une licence en psychologie et j'ai un master en conseil clinique en santé mentale. J'ai un doctorat en psychologie, je travaille depuis mai 2021 pour tenter de mettre fin aux injections contre le Covid et aux injections d'ARNM, car ce sont des armes biologiques et technologiques de destruction massive. Tout d'abord, j'ai commencé à faire adopter des régulations au niveau des partis politiques des comtés, puis j'ai entamé des procédures judiciaires dans l'État de Floride. Et j'ai également proposé un projet de loi qui a été déposé dans 3 États américains qui reconnaît que ces injections sont non seulement illégales, mais qu'il s'agit en fait d'armes de destruction massive. Dans le procès en cours aux Pays-Bas, vous êtes prête à témoigner en vous basant sur les déclarations du professeur Boyle, aujourd'hui décédé. Il était un spécialiste des armes biologiques. Pourriez-vous aussi le présenter? Bien sûr, eh bien, le docteur Francis Boyle était un professeur de droit qui a milité en faveur de la loi de 1989 sur la lutte contre le terrorisme lié aux armes biologiques et en a rédigé le texte. Il s'agissait de la loi américaine transposant la Convention sur les armes biologiques. Il est donc considéré comme l'une des plus grandes autorités juridiques mondiales en matière d'armes biologiques. Et oui, le docteur Boyle est malheureusement décédé quelques semaines après que nous ayons pris des dispositions pour qu'il soit témoin dans l'affaire néerlandaise. Très tôt, le professeur Boyle a dénoncé le fait que les injections contre le Covid étaient des armes biologiques. Quels étaient ses arguments? Le professeur Francis Boyle s'est exprimé en janvier 2020 en déclarant que le Covid, de quoi qu'il puisse s'agir, était une arme biologique. Mais en décembre 2020, avant le lancement de la vaccination contre le Covid, il a révélé au monde, lors d'interviews publiques, que le vaccin contre le Covid, l'arme biologique qu'est l'injection contre le Covid, je ne vais pas le qualifier de vaccin, était en fait une arme biologique. Et ces 4 arguments principaux étaient les suivants. Premièrement, le soi-disant virus avait été mis au point dans le cadre de la recherche sur le gain de fonction, menée à l'époque, car il n'avait aucun but pacifique, c'était pour le renforcer, il n'y avait aucun but préventif. Et cela en soi en fait une arme. Et parce que les résultats de cette recherche légale sur le gain de fonction se trouvaient dans les injections contre le Covid, je parle de la protéine Spike, qui n'est pas naturelle, cela fait également de ces injections des armes biologiques. Cela démontre une intention spécifique, car, vous savez, ce qui se trouve dans ces injections n'est pas normal. Il a également évoqué la technologie des nanoparticules comme étant une technologie douteuse mise au point par la DARPA et la BARDA, ce qui démontre également une intention spécifique. Il a également soutenu ce qu'on appelle le critère établi de l'intention, qui a été utilisé dans mon procès en Floride. Et cela revient essentiellement à dire que ces injections causent du tort aux gens, entraînent des handicaps, des maladies, des décès, et ainsi de suite, raccourcissent l'espérance de vie, baissent les taux de natalité et augmentent la mortalité. Donc ils causent tous ces dommages et pourtant ils continuent de clamer que c'est sûr et efficace alors qu'ils savent que c'est nocif. Alors vous savez que quelque chose est nocif, mais vous ne dites rien. Et de plus, il y a l'affaire Pfizer contre le Kansas qui remonte à décembre 2020. Les bureaucrates de l'État profond savaient que ces injections étaient nocives. Francis Boyle a également soutenu ce qu'on appelle l'intention criminelle préméditée, c'est-à-dire un mépris flagrant pour la vie humaine. Il a affirmé qu'Albert Bourla, les PDG de toutes les sociétés pharmaceutiques, Anthony Fauci et d'autres pourraient être accusés de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre en raison de l'intention criminelle préméditée. Et bien sûr, il y a la question du consentement éclairé, comme dans le code de Nuremberg. Chaque État ou pays a sa propre version d'une loi sur le consentement éclairé, mais vous savez, on ne peut pas obtenir de consentement éclairé par une arme biologique. Il faudrait étiqueter le produit comme arme biologique à utiliser à vos risques et périls. C'est tout simplement ridicule. Voilà un bref résumé de ce que le professeur Boyle. Il a peut-être avancé d'autres arguments expliquant pourquoi il s'agit d'une arme biologique. Je pense qu'il y a une centaine de façons de le démontrer, mais c'était là ses principaux arguments. Quelque chose que le professeur Boyle et vous-même venez de mentionner, ce sont les nanoparticules lipidiques. Le professeur Boyle a affirmé qu'elles provenaient de l'armée. Pourriez-vous développer ce point? Eh bien, selon lui, c'est dans sa déclaration sous serment qu'il m'a remis pour mon affaire. Il y a inclus, par exemple, une transcription d'un entretien qu'il a réalisé dans lequel il en parle un peu. Car les injections d'ARNM étaient un produit de la DARPA, issu du Pentagone. Je crois qu'il a dit qu'elles avaient été développées à Fort Detrick.
Et donc concernant la nanotechnologie qui s'y trouve, on pourrait aussi invoquer l'intention spécifique. Considérait-il que les nanotechnologies lipidiques étaient nocives en elles-mêmes? Oui, oui, oui. Il les appelait les injections Frankenstein. Je parlais précisément des nanoparticules lipidiques. Oui, en fait, il estimait que, si vous lisez l'interview qu'il a incluse dans la transcription, il pensait en fait que le Covid lui-même était diffusé sous forme d'aérosol grâce à la nanotechnologie. Et c'est pourquoi, au début, les gens disaient qu'il se propageait curieusement à de grandes distances, parce qu'on le pulvérisait. Alors, dans quel but la recherche sur les nanoparticules lipidiques intéressait-elle l'armée? Quelle était leur vocation initiale? Oh, je dirais que c'est une arme. Je veux dire, c'est une arme. Si vous me demandez quel est l'objectif général ici, je pense qu'il s'agit de la réduction de la population à grande échelle. Et le transhumanisme, la poursuite du programme transhumaniste pour en quelque sorte fusionner les êtres humains et la technologie. Vous avez vous-même souffert de problèmes de santé? Oui, j'ai eu une insuffisance cardiaque congestive et un triple pontage le 10 avril 2023. Et ce que je soutiens, c'est que c'est le résultat d'une exposition environnementale involontaire au shading par le biais de l'excrétion. Ce que je soutiens aussi, c'est que je n'ai pas à le prouver. Tout ce que j'ai à faire, c'est de montrer que le shading ou l'excrétion est réel et qu'elle existe car j'ai désormais une affection préexistante. Et je devrais avoir le droit d'être dans un lieu public avec un niveau de sécurité raisonnable, comme tout le monde d'ailleurs. Et je tiens à souligner une chose. Le docteur Marivic Villa, qui se trouve en Floride, a soigné des milliers de blessés victimes d'injections d'armes biologiques. Et ces données préliminaires sont publiées dans un journal. L'article s'intitule Vaccin contre le Covid-19, effets néfastes et dommages, une conclusion non exhaustive. Cette publication, d'ailleurs, indique que tant le virus que le vaccin ont enfreint la Convention sur les armes biologiques. Mais ce que ces recherches montrent, c'est qu'environ 75% des personnes, même si elles sont asymptomatiques, présentent des problèmes au niveau de leur système immunitaire. Environ 55% présentent une défaillance du système immunitaire, le VAIDS, le syndrome d'immunodéficience dû au vaccin. Quand je parle d'arrêter ces injections, je veux que les gens comprennent une chose. Les personnes qui ont reçu ces injections font désormais partie des plus vulnérables. C'est donc en grande partie pour les protéger, car ils ont reçu ces injections et leur système immunitaire est affaibli. Certains d'entre eux continuent de recevoir des injections sans le savoir. Car si vous recevez le vaccin, que je suis assis à côté de vous 2 jours plus tard et que vous répandez tout ce qu'il y a là-dedans sur moi, c'est nocif pour moi. Surtout que j'ai un système immunitaire affaibli, même si j'ai reçu 2 doses et que j'ai ensuite arrêté. Donc je veux juste que les gens comprennent que je n'attaque pas les gens qui se font vacciner. J'essaie de les protéger car ils ont été violés. Enfin, tout le monde l'a été, mais eux particulièrement. Ils ont été violés et ces personnes ont besoin de protection. Et je tiens à dire une chose, c'est que le plus grand groupe politique, où que ce soit dans le monde, ce sont les personnes qui ont été empoisonnées par ces injections. Et personne ne les représente. Personne ne représente les personnes qui ont été empoisonnées, et quel que soit le pays où vous allez, ils constituent le plus grand bloc électoral du monde. Oui, c'est également l'objet du procès ici aux Pays-Bas. C'est de pouvoir débattre devant un tribunal sur ce sujet pour que les gens réalisent ce qui leur est arrivé. La plupart d'entre eux ne le savent même pas. L'objectif de cette affaire est d'obtenir une indemnisation pour les plaignants qui ont été blessés. Il s'agit de personnes souffrant de graves problèmes de santé et malheureusement, tant de personnes tombent malades et continuent de mourir. Je ne dis pas qu'ils vont mourir demain ou quelque chose comme ça, mais si vous avez 35 ans et que vous avez reçu le vaccin et que vous ne vivez que jusqu'à 63 ou 65 ans, ils vous ont volé 15 ou 18 ans de votre vie. C'est un meurtre. Et je pense qu'il doit y avoir une justice ici. Laisser cette situation perdurer revient à rester assis là et à faire comme si cette femme n'était pas en train de se faire violer là-bas, ou cet enfant n'était pas en train de se faire violer. Des gens ont été violés. Et si vous tolérez que vos amis et votre famille soient agressés de cette manière, si vous pouvez rester assis et laisser vos amis et les membres de votre famille mourir comme ça sans rien faire, c'est votre responsabilité. Vous êtes psychologue et l'un des arguments dans cette affaire est quelque chose que l'avocat appelle la réalité préférentielle. S'agit-il d'une opération psychologique selon vous? Je pense que la réalité préférentielle, c'est le narratif imposé par les accusés. Ils veulent continuer à dire que les injections sont sûres et efficaces. Je veux dire littéralement, lorsque l'avocat de Pfizer a dit cela, la salle d'audience a éclaté de rire. Et donc je ne pense pas que quiconque pense que ces produits sont sûrs et efficaces.
Donc je pense que Mais comment ce narratif impacte-t-il les gens psychologiquement? je pense qu'il peut nuire aux gens, car voici le problème. Les gens sont manipulés par leurs médecins, car les médecins ont joué le jeu, mais la plupart des médecins n'admettent pas ce qu'ils ont fait et ils n'aident pas leurs patients. Ils leur disent tout ça, c'est dans votre tête, alors qu'ils ont toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi le docteur Marivic Villa, dont j'ai parlé tout à l'heure, traite environ 4000 victimes d'injections. Les gens affluent vers elle parce que les autres médecins ne les soignent pas. Ils mentent à leurs patients, ils refusent tout simplement d'admettre que les vaccins ont causé des dommages. Et oui, que c'est nocif parce que cela marginalise complètement des personnes qui sont en danger de mort. Et tout cela n'est qu'une question d'argent et de pouvoir. Je ne sais pas si vous connaissez le psychologue belge Mathias Desmet. Il a parlé de psychose de formation de masse. Croyez-vous aussi que toute l'opération Covid et ce qui s'est passé avec les injections était une opération psychologique? Je pense que on parle aussi de pensée de groupe. Le docteur Desmet appelle cela psychose de formation de masse. Dès qu'une pensée collective émerge, il faut être prudent. Toute forme de culture peut devenir sectaire. Ce à quoi nous avons assisté, c'était un comportement sectaire, avec le lavage de cerveau de masse qui s'est produit. J'appelle cela de l'autoritarisme psychopathique. Je pense que, et j'écris à ce sujet dans mon livre, je pense que nous avons assisté à du sadisme, du narcissisme, du machiavélisme et de la psychopathie au sein de la population ordinaire exploitée par les dirigeants. Parce que ces gens sont de véritables sadiques tordus. Et on sait bien que ce sont des narcissiques. Beaucoup d'entre eux sont des narcissiques malveillants car ils agissent délibérément. Ils ont fait quelque chose qui va provoquer des maladies chroniques. C'est vraiment malsain de faire ça, mais ça les excite de causer la souffrance. Mais les gens doivent comprendre que quand on voyait un jeune couple dans un parc ou à la plage sans masque, et puis on voyait un groupe les poursuivre et leur crier de mettre un masque, le troupeau peut rapidement se transformer en meute d'animaux. Ces gens ont adopté ce comportement sadique. Ce sadisme quotidien a donc été exploité et utilisé par les manipulateurs. Écoutez, il y a des gens qui n'ont aucune tendance sadique, ils sont très rares, mais certaines personnes n'en ont pas. La plupart d'entre nous en avons à des degrés divers. Et souvent, c'est inoffensif, comme le fait d'utiliser de l'humour sarcastique qui a un petit côté sadique. Mais quand on voit des tueurs en série prendre leurs pieds en tuant leurs victimes ou en les dévorant, c'est un véritable comportement sadique. Mais c'est aussi le cas du comportement des gens qui prennent leurs pieds pendant que d'autres sont en train d'être exécutés, ou des gens qui applaudissent lorsqu'on lâche des bombes. Ils voient l'État comme une extension de leur ego et cela leur donne un sentiment de pouvoir. Ils adoptent donc ces qualités sadiques. Le narcissisme quotidien a aussi été un peu exploité, comme le profil du narcissisme commun. Ce sont ceux qui se livrent à la mise en avant de leurs vertus. Ils postaient leurs photos avec un masque sur les réseaux sociaux ou une seringue parce qu'ils venaient de se faire vacciner, ce genre de choses. Et puis, il y avait la superposition du narcissisme collectif qui entre en jeu, où l'on avait ce sentiment de nous contre eux. Ils ont vraiment diabolisé les gens qui n'avaient pas reçu les injections d'armes biologiques, les ont contraints, ont essayé de les humilier, et vous savez, ce sont des choses tellement élémentaires. Je suis thérapeute, je ne suis pas médecin, mais il s'agit là d'une question d'éthique fondamentale de toute profession clinique. On ne peut pas imposer des procédures médicales aux gens. Ce n'est en aucun cas éthique. Pensez-vous que dans l'ensemble, la population pourrait souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique à cause de tout ce cirque lié à la pandémie? Je pense que beaucoup de gens je ne sais pas si je peux affirmer dans l'ensemble, mais je pense que beaucoup de gens souffrent de dissonance cognitive et de déni. Beaucoup de gens ont été blessés et beaucoup de gens sont manipulés ou malades en ce moment. Et le problème, c'est qu'ils veulent passer à autre chose. Mais on ne peut pas passer à autre chose parce que c'est la réalité. Des gens tombent malades et meurent. Like people are getting sick and dying.